collaborative, puisque Forbidden Stories travaille toujours en collaboration avec plusieurs médias. Nous, notre mission, c'est de poursuivre les enquêtes des journalistes qui ont été menacés, tués ou emprisonnés dans le monde entier. Donc ici, on est parti très loin du Mali à la base. On est parti avec le projet Victoria. Donc Victoria Ruchina, c'était une journaliste ukrainienne qui enquêtait sur les détentions de civils en Ukraine occupée. Et on a remarqué, nous, en enquêtant avec Le Monde, France 24 et iStories, qui est un média indépendant russe, comment ce système était dupliqué aussi au Mali. Et donc importé, c'est-à-dire les méthodes sont les méthodes russes appliquées en Ukraine, importées en Afrique au Sahel. Exactement. Les mercenaires russes ont l'habitude de faire cela sur leur terrain, que ce soit en Syrie, en Centrafrique ou bien sûr évidemment ici au Mali. Et donc c'est des arrestations arbitraires, des kidnappings, des détentions et de la torture systématique et qui peut parfois aller jusqu'à la mort. Niagale Bagayoko, votre réaction sur cette enquête, vous étiez surprise quand vous avez vu les résultats de cette enquête ou finalement pas si surprise que ça? Alors, absolument pas surprise, mais admirative, très sincèrement, d'un travail qui se fait de manière périlleuse, parce qu'on ne recueille pas aussi facilement que ça des informations sur ce qui se passe au Mali en général, et encore moins sur ce qui touche à l'implication de la Russie, mais pas surprise, parce que en réalité, dès l'arrivée de ces supplétifs russes, il y a eu des massacres très graves. Le premier, c'est le massacre de Moura, qui est très célèbre, qui a duré pendant 5 jours et où des personnes ont été non seulement abattues froidement, mais poursuivies et pour d'autres même électrocutées avec des fils électriques qui avaient été placés tout autour de la ville. Les Nations Unies elles-mêmes ont eu beaucoup de mal à enquêter sur ce massacre. Le rapport a fini par sortir, mais ça a été très compliqué. On sait aussi que le groupe Wagner a coopéré sur le terrain avec des groupes d'autodéfense, des milices, par exemple dans le centre du Mali, au pays d'Ogon, l'une d'entre elles qui s'appelle Dana Massagou, parce qu'il y a non seulement ces exactions, ces meurtres et ces assassinats absolument inqualifiables, mais il y a aussi énormément de vols et d'attaques aux biens des personnes elles-mêmes. Wagner s'est rendu coupable de très nombreuses atteintes aux biens des populations maliennes. Alors on va continuer de parler de Wagner, mais juste facilement on qualifie Wagner d'entreprise mercenaire, ce qu'à mon avis elle n'a jamais été, parce que Wagner n'aurait jamais pu se déployer sans la signature d'accords passés au niveau diplomatique entre la Russie et le Mali, sans les moyens du ministère de la Défense qui a transporté ces troupes, ainsi que leur équipement, y compris leur armement, et sans les services de renseignement russes, notamment le GRU ou le FSB, parce qu'on oublie aussi que Wagner n'est pas seulement un acteur qui a des activités de type militaire. Il a aussi des activités de type informationnel, et cet aspect a été extrêmement important justement pour exploiter le doute, le scepticisme, puis la colère qui avait commencé à apparaître, c'est important de le dire aussi, avant l'arrivée des Russes, mais tout ça ne pouvait pas exister sans le soutien, ou plus exactement sans les instructions de la Russie. Alors, tout le monde a suivi, bien sûr, la rébellion d'Evgeny Prigojine, qui a cherché à s'autonomiser, mais l'État russe a toujours été extrêmement présent. Donc, je pense qu'il est très important de ne pas dissocier ce qui se passe, les exactions notamment, qui sont dénoncées, de ce que fait la diplomatie russe dans la zone. À tous les deux, est-ce que Wagner, aujourd'hui l'Africa Corps, on va en reparler, est-ce que c'est aussi une garde prétorienne un peu pour ces régimes qui sont arrivés par des coups d'État, on le rappelle. Pas au Mali. Pas au Mali. Pour moi, pas au Mali. Enfin non, de manière claire, pas au Mali. Ils sont pas là pour protéger. Non, c'est le cas en République centrafricaine. En revanche, c'est très important. Merci de poser la question également, de faire la différence entre les différents types d'engagement de Wagner dans les différents pays africains. Par exemple, à Madagascar, ils ont fait de l'activisme politique avant tout. En Libye, ils ont soutenu le maréchal Haftar avec peu de succès. Au Soudan, ils étaient plutôt du côté des FRS. Au Mali, il n'y a pas de protection de régime. Il y a un mandat très clair qui leur a été donné, c'est de lutter en premier lieu
contre les rebelles indépendantistes du Nord, principalement Touaregs, qui sont qualifiés de terroristes par les autorités maliennes, au même titre que les groupes djihadistes. Et c'est d'ailleurs la seule victoire militaire majeure qu'on peut mettre à leur crédit. Ça a été la libération de la ville de Kidal, mais qui leur a coûté très cher au retour, parce que l'année dernière, au mois de juillet, à Tinzaouaten, cette attaque, il y a eu ces cette images attaque de ces où corps une centaine, exactement, de soldats russes qui ont été tués. Je ne sais pas, mais il semble que les exactions, justement, aient augmenté après cette défaite absolument majeure pour ce groupe. En tout cas, c'était un revers vraiment absolument majeur pour le groupe, effectivement. Ensuite, nous, ce qu'on voit, c'est quand même que les exactions ont duré sur le temps long, de la fin 2021 à fin 2024, début 2025. Moura, voilà. Et Moura, ça a été vraiment un signal, vous avez bien fait d'en parler, qui a infligé de la peur, finalement, à tous les Maliens. Nous, on a rencontré des anciens détenus qui avaient été réunis sur une place de village à Nampala et qui ont tout de suite pensé à Moura. Ils étaient plusieurs centaines. Certains ont ensuite été détenus dans la prison secrète de Nampala. Et ça a infligé vraiment de la peur à tous les civils maliens. Juste, on a parlé de Wagner, on a entendu le nom d'Africa Corps tout à l'heure. Et expliquez-nous, officiellement, Wagner s'est retiré du Mali, mission accomplie, arrive l'Africa Corps. C'est quoi, c'est juste du recyclage? Je pense que Niagale Bakayoko avait raison, en tout cas, de préciser les liens avec le régime russe. Il y en a toujours eu. Vous parliez de la désinformation tout à l'heure. Nous, on avait réalisé une enquête qui s'appelle Propaganda Machine, qui montrait notamment l'agence de presse African Initiative. C'est une enquête de ma collègue Léa Perruchon qui avait bien montré que cette agence de presse servait à la désinformation. Il y avait une école russe de journalisme à Bamako qui a invité des journalistes maliens là-bas. Et donc, il y a toujours ces liens qui ont toujours été très forts. Et Africa Corps, c'est, on va dire, le partenariat un peu plus à ciel ouvert. Wagner était vraiment téléguidé aussi par le pouvoir russe, mais cette fois-ci, ça va être plus à ciel ouvert. C'est des relations d'État à État, beaucoup plus lourdes, beaucoup moins souples que ce que recherchait la junte malienne. Ça va être un peu plus lourd. Aujourd'hui, on compte environ 1500 personnes d'Africa Corps qui sont au Mali, qui ont été déployées depuis mi-décembre 2021 selon nos informations. Et ce sont principalement des anciens de Wagner qui ont été recyclés. Donc on peut aussi s'attendre peut-être dans les prochains mois au même genre d'exaction. Il y a une forme de continuité, mais même si l'expression est mal choisie. Vous en parliez, hein, Niagale Bakayoko, sur toute cette lutte antiterroriste dans en tout cas le phrasé des autorités maliennes. En tout cas, ça ne semble pas être couronné de succès, vous venez de le dire. Et dans tous les pays de la zone, hein, il y a un mois en avril, 12 soldats nigériens tués. Il y a quelques jours au Mali, l'armée s'est retirée du camp de Boulkessi après des attaques avec des dizaines de militaires tués. Attaque d'une école de gendarmerie à Bamako en septembre 2024, etc. Est-ce que les Russes, Wagner, Africa Corps, ont rempli leur mission? En tout cas, on va juste revenir sur le terrain avec vous, Nicolas Bertrand. Comment la situation ne s'est pas améliorée? Comment le ressentent les Sahéliens? Est-ce qu'ils ont conscience de cela? Alors, encore une fois, hein, on n'est pas là pour faire la promotion de l'armée française. On a rappelé tous ces échecs aussi, même si la France a voulu venir en aide, et on le rappelle à la demande notamment des autorités maliennes. Mais comment réagissent les populations? Il commence à y avoir manifestement une lassitude, et il y a des informations qui commencent à se multiplier sans qu'on arrive facilement à les recouper, selon lesquelles au Niger notamment il y aurait une réelle prise de distance avec non seulement la Russie mais également avec la Turquie qui déploie aussi non pas des troupes combattantes mais qui a aussi une société qui s'appelle Sadat qui contribue à l'entraînement et à la formation de ces troupes. Mais une lassitude, oui, s'insinue, mais aussi une interrogation de plus en plus large face au succès indéniable, face à tous les intervenants extérieurs, qu'ils soient en effet occidentaux, européens, multilatéraux, parce que l'Union européenne, les Nations unies ont aussi dû quitter le pays, mais également ces nouveaux venus. Et ça interroge aussi sur les moyens déployés par des gouvernements militaires qui ne sont pas plus couronnés de succès que ceux déployés par les civils à l'époque. Guillaume. Oui, c'est nous dans ce qu'on a ressenti dans notre enquête, c'est que avec les témoins, c'est qu'il y avait vraiment cette lassitude, cette incertitude aussi, c'est de ne pas savoir vraiment ce qu'il va se passer, et surtout on voit petit à petit justement que
la communication de l'armée malienne ne passe plus, en tout cas chez beaucoup de gens, dans toutes les zones un peu qu'on a pu toucher. Et est-ce que la propagande anti-française qu'on a vue dans les reportages qu'on a vus à l'œuvre, est-ce que c'est la même aujourd'hui? Et j'allais dire, est-ce qu'elle est reçue de la même manière par les peuples sahéliens, ou est-ce que il y a du doute? Peut-être en disant, de toute façon, que ce soit les Français, les Russes. En tout cas, le sentiment anti-français, il est quand même parti justement ce qu'a dit Nicolas Bertrand sur aussi des erreurs et des bavures aussi de Barkhane. Je me rappelle très bien du bombardement d'un mariage. Je crois que c'était à Bounty, si je me trompe pas. Il y avait une 20aine de morts et clairement, il y a eu des erreurs comme ça, des bavures, des frappes contre des civils qui ont été touchés. Et on a l'impression que l'histoire se répète, puisqu'à la fin, qui trinque, ce sont les civils principalement. De plusieurs zones, et comme on l'a dit au début, ces civils-là se déplacent justement jusqu'en Mauritanie pour fuir les zones de combat et les exactions, les emprisonnements illégaux. D'où, dans l'esprit de ces populations-là, Russes, Français, même souffrance. Alors, juste quand même pour nuancer, il y a eu des bavures, effectivement, indéniables de l'armée française qui n'ont d'ailleurs pas vraiment été reconnues, notamment celle dont vous parlez de Bounty, mais on ne peut pas les comparer avec le caractère massif et systématique de ce qui se produit du côté des supplétifs russes. Ça, c'est quand même important, parce que là, on a affaire à une méthode qui vise à terroriser véritablement les civils, les populations, pour en réalité les réduire et obtenir, notamment en ce qui concerne le nord du pays, la victoire de l'armée malienne. Mais je pense qu'on peut pas mettre sur le même plan. On est face à des échecs opérationnels et stratégiques dans les deux cas, mais les méthodes quand même employées par l'armée française ne peuvent absolument pas être comparées à celles employées par la Russie. Il nous reste moins de 2 minutes. Je voulais juste élargir sur quelque chose que vous avez dit. Vous y répondrez tous les deux, Bagayoko. Vous avez dit, parce qu'on parle du Sahel, ce qui est notre zone d'actualité, mais vous avez mentionné Madagascar, d'autres pays. La présence russe ne se limite pas au Sahel, s'étend. Alors non, Madagascar c'est assez ancien, et la RCA, la Russie en réalité est revenue sur le continent africain à partir de 2017 et précisément en RCA, et toutes les interventions que j'ai mentionnées, elles se sont déroulées en fait plutôt avant l'arrivée au Sahel, donc non, elle ne s'étend pas. Russe oui, et il faut savoir que la présence russe est surtout massive, mais depuis toujours, en matière de vente d'armement. C'est le premier fournisseur sur le continent parce que c'est de l'armement bon marché et rustique, adapté au terrain africain. Ce qui est intéressant, c'est la recomposition, c'est-à-dire qu'on pensait, après la chute du régime en Syrie, de Bachar al-Assad, que ça allait contrarier finalement les plans de la Russie et de Wagner, notamment au Mali, mais ils ont réussi à beaucoup plus collaborer en Libye. Il y a plus de bases dans le sud de la Libye notamment, il y a eu plus d'acheminement, en tout cas de matériel militaire vers le Mali, donc finalement ils ont réussi un peu à retomber sur leurs pattes aussi. Et l'évolution vers Africa Corps, on va voir comment ça se passe. C'est pour l'instant assez incertain. Ils restent pour l'instant un peu en dehors des zones de combat. On va voir s'ils évoluent plus sur le terrain. Et on va voir justement si nous, les emprisonnements qu'on a pu montrer dans l'enquête de Forbidden Stories, continuent et reprennent sur ces bases militaires ou ces anciennes bases de la MINUSMA. Niagale Bagayoko, vraiment le mot de la fin. Toujours. Le mot de la fin, c'est que on s'aperçoit que l'approche militaire, qu'elle soit encadrée par des règles ou qu'elle soit extrajudiciaire, ne fonctionne pas. Et on s'aperçoit que peut-être qu'un État comme la Mauritanie, qui depuis 2011 n'a plus eu d'attaque sur son sol et qui a choisi de dialoguer avec certains groupes armés, notamment djihadistes,